troisième vendredi du mois, nous avons les trois sorciers et dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, les équipes du Café de la Bourse qui nous accompagnent pour un exercice de pédagogie boursière. Et c'est Louis Yang qui est à mes côtés ce soir, cofondateur du Café de la Bourse. Bonsoir Louis. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup. Oui, pédagogie, d'ailleurs, le mot est particulièrement pertinent, je trouve, puisque nous parlons des ETF actifs. C'est vrai que ça y est, la grande vague de démocratisation des ETF est sans doute là devant nous depuis quelques années. La dimension active de certains de ces ETF l'est peut-être moins aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'un ETF actif, Louis ? Oui, tout à fait. C'est des produits qui sont quand même plus récents, même si l'offre se développe de plus en plus. Alors, on a un ETF actif, c'est très simple. C'est un ETF où le gérant de l'ETF va décider de manière discrétionnaire comment il va composer son ETF, contrairement à un ETF classique passif qui va traquer en fait un indice qui aura été fourni par Euronext, Bloomberg ou MSCI par exemple. Et en fait, au sein des ETF actifs, on peut même distinguer, on va dire, deux grandes catégories. Ouais. Il y a les ETF semi-actifs qui sont en fait... Non, mais c'est bien, le marketing est là pour ça. Donc, ouais, exactement. ETF semi-actif. Voilà, semi-actif où ça va suivre en fait une formule mathématique pour vous permettre en fait de mettre en place une stratégie qui peut être générer du rendement complémentaire, se protéger contre la baisse, enfin une stratégie qui est prédéfinie. Et les ETF qui sont vraiment 100% actifs où là c'est le gérant qui a carte blanche. Et donc c'est ça, gestion totalement discrétionnaire finalement. Exactement. Et l'ETF n'étant plus qu'une enveloppe. Servant à intégrer une stratégie de gestion active assez classique. Exactement, mais avec les atouts de l'ETF, c'est-à-dire la cotation, la liquidité, les frais moindres, etc. Oui. Si vous voulez acheter une part d'ETF à 22h le soir, vous pouvez, il n'y a pas de problème, et vous avez une liquidité pour ça. Comment on réfléchit à monter une stratégie à base d'ETF actifs en 2026 ? Est-ce qu'il y a des produits que vous suivez et qui vous paraissent plus pertinents que d'autres, par exemple ? Là, je pense que dans le contexte actuel, on peut s'extraire un peu du contexte. Alors, si on prend le contexte actuel, je pense que les ETF actifs semi-actifs qu'on appelle les ETF buffer, qui sont assez récents, peuvent vraiment matcher. C'est des ETF en fait qui correspondent à des produits structurés, qui sont plus connus des investisseurs particuliers, notamment les investisseurs patrimoniaux, parce qu'il y a pas mal de conseillers en gestion de patrimoine qui sont assez friands de ce type de produits. Donc, c'est-à-dire, je le rappelle rapidement, ça permet en fait d'être investi sur un indice ou un panier d'actions avec des protections de capital. On peut se positionner sur un indice avec une protection de perte de 10%, 15% ou plus. Et la contrepartie de cette protection, c'est que la hausse est capée aussi. Vous prenez moins la hausse. Voilà, exactement. Mais du coup, dans un marché comme celui qu'on connaît actuellement, il peut y avoir un intérêt. Et l'avantage de l'ETF, c'est ce que je disais là, ça va être moins de frais, ça va être des produits plus faciles d'accès par rapport à un produit structuré classique. Donc ça, c'est ETF buffer, vous dites. Exactement. Okay. Donc ça, c'est une piste qui peut être intéressante. Une piste qui était intéressante il n'y a pas si longtemps, qu'il faut garder en tête et que j'aime bien, c'est les ETF cover call. Alors la stratégie cover call pour les investisseurs qui sont sur les options, c'est assez connu. Donc c'est vous détenez un panier d'actions et vous vendez en fait des options call pour générer un rendement complémentaire de votre portefeuille. Mais après faut savoir investir dans les options, faut avoir un intermédiaire financier qui le propose. Donc c'est pas accessible à tous. Donc l'avantage de l'ETF, c'est la même chose. Il vous fait la stratégie. Exactement. Et donc cette stratégie là, ça va vous permettre en fait d'avoir un rendement complémentaire de votre portefeuille. Et la contrepartie c'est la même en fait, c'est que la hausse est capée aussi. Ouais. C'est quand même un point. Alors, j'entends l'aspect enveloppe ETF, la liquidité, les frais effectivement plus compétitifs. Il y avait aussi un autre atout au départ de l'industrie ETF qui était quand même la simplicité. Là, on n'est plus sur des produits simples. C'est vrai, ça devient des stratégies assez complexes. Tout à fait. C'est vrai que c'est plus complexe, il faut le comprendre. Mais après, la simplicité réside dans l'achat et la vente du produit. Ça n'a pas changé. Mais effectivement, sur ce type de produit, il y a quand même une compréhension à avoir avant d'y aller. Les stratégies sont de plus en plus complexes, mais accessibles simplement aujourd'hui pour des particuliers. Si on reprend donc l'idée des purs ETF actifs, de la gestion
discrétionnaire, on va dire. Quelles sont les thématiques, les zones géographiques là qu'on peut regarder aujourd'hui? Aujourd'hui, je pense que sur les gros trends type AI, robotique, ça n'a pas changé. Par contre, ce qui a changé, c'est que il faut vraiment éviter, je pense, vraiment l'ETF peut-être global qui va se positionner sur l'ensemble du secteur, parce qu'on a très clairement des gagnants et des perdants. Donc l'ETF un peu fourre-tout, quoi. Voilà, il faut comme ça. Voilà, exactement. Il faut peut-être faire plus attention. Il y a évidemment l'approche stock picking qui est possible, mais là, pareil, il faut avoir quand même l'expertise sur ce type de business où c'est quand même compliqué de comprendre ce qu'il y a derrière. Je pense à Palantir, c'est quand même de ce type d'entreprise ou des entreprises comme Big Bear, en fait, très spécialisées, Palo Alto, etc. Donc du coup, un ETF où on croit aux gérants, je pense par exemple à Ark Invest ou à iShares, en fait, qui ont une vraie expertise sur ce type de domaine, il peut y avoir un intérêt en fait à regarder ça. Au niveau, donc là, je pensais plutôt thématique. Après, au niveau zone géographique, l'Europe, ça reste intéressant. Donc pareil, aller chercher des signatures, enfin des gérants chez qui vous avez des convictions, ça peut être Amundi, JP Morgan, etc. Le Japon aussi, il peut y avoir des choses intéressantes sans forcément traquer bêtement traquer de simplement l'indice. Simplement l'indice. Aller un peu au-delà de simplement la réplication de l'indice. Quoi. Exactement. Ouais. Bon, on verra, l'Europe, le Japon étaient des zones qui étaient privilégiées effectivement ces derniers mois avant le démarrage de la crise iranienne. On verra comment les choses évidemment atterrissent, si je puis dire, et si ces tendances restent intéressantes pour la suite. Comment on analyse et comment on sélectionne un ETF actif, Louis? Est-ce qu'il y a des choses particulières justement à regarder? Alors là, effectivement, il faut faire attention parce que comme ils sont récents, il y a souvent peu de track record sur ce type de produit. Donc très clairement, il ne faut pas juste regarder la performance récente. C'est un indicateur évidemment du momentum parce qu'il y a vraiment cet effet momentum qui peut être intéressant sur les ETF. Mais très clairement, ça ne peut pas être votre seul critère de décision. Encore une fois, les frais. Parce que pour un investisseur actif moyen-long terme, les frais, surtout à moyen-long terme, ça peut vraiment rogner la performance. Donc ça, c'est un critère important. Allez, du coup, sélectionner les émetteurs de renom avec des grosses capitalisations, une liquidité qui est présente. Ça, c'est des critères importants. Il y a aussi le critère de disponibilité, comme c'est assez nouveau. Est-ce que votre broker le propose? Oui, ça, c'est un sujet. En sachant que ça, tous les investisseurs ne le savent pas, il est toujours possible de contacter en fait le broker pour leur demander de référencer un produit financier, un ETF. Voilà. Donc ça, c'est possible. Oui. Le client peut faire bouger son broker. Voilà. Il peut au moins faire la demande. Est-ce que ça va fonctionner ou non, c'est autre chose. Mais c'est vrai que le sujet de la disponibilité, elle est vraiment présente. Donc ça, c'est important. Et après, dans une approche peut-être un peu plus globale de gestion de portefeuille, on dit toujours les ETF, ça diversifie. C'est vrai, mais attention à bien vérifier ce qu'il y a sous le capot de chaque ETF et qu'il y a une vraie diversification derrière. Je pense que dans le contexte actuel de volatilité, surtout si on se met sur des thématiques précises liées à la tech ou même sur l'énergie ou les bancaires, il faut faire attention à vérifier qu'on a une vraie diversification et regarder sous le capot de ce qui compose les ETF. Ouais, on a beaucoup parlé effectivement, diversification géographique, thématique, sectorielle, attention aux change également. Il y a des ETF couverts du risque de change aujourd'hui. Voilà, on se souvient que le dollar a baissé de 10% en 6 mois au début de l'année 2025. Qui a annulé la perf. Et voilà, beaucoup ont eu du mal à comprendre pourquoi leur ETF n'avait pas performé effectivement quand ça revenait en euros derrière. Ouais. Merci beaucoup, Louis. Merci pour cet éclairage sur les ETF actifs. Ça fait une paire d'années, effectivement, que l'offre est en train de se développer. La croissance est là, même si l'industrie ETF est encore dominée par des ETF plus traditionnels et la gestion passive, comme on l'appelle ou comme on l'appelait jusqu'à présent. Louis Yang, qui était à nos côtés, comme chaque mois dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse, cofondateur du Café de la Bourse.